Donc, À toi, on Catherine. clique tous sur « J'ai compris ». David m'a demandé d'intervenir pour pouvoir parler de ce que sont les microcourants et puis le champ d'information, parce que ce sont des outils qu'une bonne partie d'entre vous, je crois, ont déjà à votre disposition, ou parce que vous faites appel à des praticiens ou des thérapeutes qui utilisent ces techniques. Donc, je m'interromprai régulièrement pour des questions-réponses plutôt que d'attendre la fin. J'ai plutôt l'habitude de l'interactif, des formations présentielles, un peu moins des formations en vidéo. Et je souhaite qu'on puisse interagir. Donc, n'hésitez pas, je crois qu'il y a une manière de faire pouce, de faire apparaître un pouce sur les vidéos. Sinon, de toute façon, je ferai des pauses pour qu'on puisse interagir. Alors, quand j'ai préparé le diaporama, je ne savais pas ce que vous aviez comme niveau de connaissance. Je ne sais toujours pas d'ailleurs. Donc, à la fois, j'aimerais être très concrète, très simple, et puis vous donner quand même quelques informations, ou pas mal d'informations. Donc, vous me direz si c'est adapté, et puis bien sûr, dans les questions-réponses, on pourra compléter. Mais la première question que je me suis posée, pour vous et avec vous, c'est les microcourants, les champs d'information, tous ces outils. Il y a deux questions très simples qui sont comment ça marche et pourquoi. Pourquoi on les utilise et surtout aussi comment on les utilise. Donc, il y a un comment à double face. Les nouvelles technologies, un rappel quand même qui n'est pas inutile. On en a beaucoup aujourd'hui en médecine. On en a en imagerie, on les connaît tous, les PET scans, les TEP scans, toutes les techniques d'imagerie qui ont progressé beaucoup sur un faible nombre d'années, une décennie, voire 3 décennies, mais aussi en chirurgie. Dans le soin pur, on a moins d'impact des nouvelles technologies, puisqu'on continue à utiliser des molécules, de la chimie de synthèse, et qu'elle a moins bénéficié de ces technologies. On l'a vu beaucoup, on a vu ces technologies apparaître dans les pratiques qu'on va appeler complémentaires, y compris en naturopathie, et elles portent ces termes génériques de biorésonance, microcourant. J'évite de donner des noms de marques. Vous avez remarqué? On en parlera un petit peu plus loin, mais pour l'instant, j'évite. Donc, c'est plutôt la biorésonance, les microcourants, le champ d'information. Et bien sûr, plus récemment, toutes ces nouvelles technologies sont devenues disponibles pour tout un chacun, chez soi, avec des appareils de plus en plus miniaturisés, automatisés, de manière à pouvoir les utiliser tout seul. Pour comprendre ce que sont ces technologies, on va faire un peu d'histoire. Au Moyen-Âge, la matière, c'était quelque chose de simple, c'était un verre, de l'eau, qui était possible d'appréhender avec nos sens, la vision, le toucher. Et on considérait que cette matière était quelque chose de solide et d'indivisible. Les premières découvertes importantes, et c'est ce qu'on appelle le début de la physique quantique. On a toujours l'impression que la physique quantique, elle date des années 2000 ou de la fin des années 1900, et pas du tout. La plupart des physiciens quantiques sont nés avant 1900, sont nés dans les années 1850. Et on a les premiers prémices de la physique quantique dès 1915, par exemple, lorsque Bohr et Sommerfeld ont découvert ce qu'étaient les atomes à l'intérieur de la matière. C'est de l'histoire, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on a l'impression qu'on a tout appris récemment, ce qui n'est pas le cas. Ça fait au moins une bonne centaine d'années. Et vous avez là, sur cette image, vous le reconnaissez, un noyau avec donc un proton, pour ceux qui ont fait des sciences. Donc vous avez pour tout atome un proton, et puis le cercle autour, c'est les électrons qui oscillent autour du proton. Donc un proton chargé positivement, des électrons qui oscillent chargés négativement. On n'est pas dans la physique quantique, là, on est dans la bonne physique newtonienne, toute simple. Mais là où ça devient intéressant, donc on a accepté déjà que dans la matière, on puisse descendre jusqu'aux protons, aux électrons, on a des quarks, au fur et à mesure, on trouve des particules de plus en plus petites. Mais j'avais envie de m'arrêter sur quelque chose de facile à comprendre, c'est que si vous collez dans notre corps
si on collait tous nos protons aux électrons, c'est-à-dire que vous n'avez plus cette petite distance, vous voyez ma flèche, je ne sais pas si vous voyez mon curseur quand je bouge, si vous enlevez la distance entre un proton et un électron, dans tout le corps, dans ce cas-là, votre organisme serait 10 000 fois plus petit qu'il ne l'est. Notre monde serait 10 000 fois plus petit qu'il ne l'est. Ce qui veut dire que ce que nous, on voit avec nos sens, qu'on appelle la matière, en fait, c'est quasiment rien. Et l'essentiel de la vie se situe là, dans ce vide, dans cette interaction entre un proton positif et un électron négatif, dans cet exemple. On va arriver, rassurez-vous, à ILI ou d'autres outils, mais c'est le tout début du début. C'est qu'en fait, c'est le vide qui représente la vie et non pas le corps de matière. Autre exemple extrêmement frappant, très parlant, prenez un bonhomme d'1,80 m. Si vous enlevez tous les espaces de vide entre ces électrons, ces protons, ou le vide d'une manière générale dans le corps, le bonhomme d'1,80 m fera 0,18 mm, moins d'1 millimètre, un vingtième de millimètre, mais avec le même poids. Donc c'est ça, ce que l'on est en termes de matière, c'est extrêmement dense, mais sur une distance qui est minuscule. Et si on enlevait toutes ces distances de vide, la Terre ne ferait plus que 4 km de diamètre. Donc, c'était important de s'arrêter dessus pour nous rappeler que nos sens nous permettent de mesurer les enveloppes externes, mais jamais le contenu réel. Et qu'il y a beaucoup plus de vide, entre guillemets, que de plein, entre guillemets. Si on veut aller plus loin, on se dit, OK, on a bien compris qu'on a des protons, des neutrons, une interaction entre les deux, de l'espace, mais si on descend au niveau du proton, du neutron, des quarks, oh, il y a une jolie faute là. Qu'est-ce qui occupe cet espace entre ces particules? Et puis de quoi en fait sont faites ces particules? Et c'est ce que la physique quantique nous a montré, c'est que la matière est en réalité une onde. Les particules, donc ce qu'on peut garder en densité, en matière, peut se comporter ou comme de la matière ou comme une onde. C'est assez bizarre comme concept, puisqu'on ne nous a pas éduqués sur ce concept-là, mais ça nous permet d'appréhender les outils et pourquoi on en arrive aujourd'hui à ces outils-là. Si vous avez des... Alors, pardon, puisque j'ai fait... Si vous avez des questions, vous levez les pouces, je laisse David capter l'information des pouces levés. Donc, en fait, le monde et nous-mêmes, nous sommes faits d'oscillations. Tout est oscillation et elles interagissent entre elles. C'est ce qu'on appelle des spectres d'oscillation. 1 plus 1 égale 3. Vous mettez deux oscillations ensemble, elles vont créer un ensemble qui est une troisième oscillation, qui n'est pas juste la somme de deux, qui devient une troisième, qui devient autre chose, etc. Et vous imaginez le nombre d'oscillations qui ont lieu à tout instant à l'intérieur de notre organisme et à l'extérieur de nous. Si on pouvait, je donne souvent cette image, si on pouvait prendre une bombe de peinture et pulvériser une peinture qui mette en évidence les oscillations autour de nous, ce serait un chaos de lumière ou au contraire une féerie de lumière autour de nous. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente, je dis admettre. Non, c'est fait. Donc maintenant qu'on comprend que nous sommes des fréquences, chaque particule de nous est une fréquence, on comprend mieux qu'on puisse utiliser ces fréquences ou des spectres de fréquences pour interagir. Et bien sûr, dans le domaine du soin, pour réparer. Et si on prend l'exemple de l'homéopathie, on comprend mieux. Vous savez que l'homéopathie a souvent été controversée et qu'on dit que l'homéopathie est un effet pur placebo pour certains puisqu'il n'y a plus de matière. Et effectivement, à partir de la 12e dilution centésimale hahnemannienne, il n'y a plus de molécules dans une solution ou dans une solution homéopathique. Ce qui veut dire que normalement, il ne peut plus y avoir d'interaction si on reste dans un principe de physique newtonienne. Si l'homéopathie fonctionne, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de matière et que ce qui reste dans le verre d'eau à la 12e dilution centésimale, c'est uniquement une onde, uniquement ou surtout une onde, une fréquence, un spectre de fréquences. Chaque composant de notre corps possède ses fréquences propres et on peut stimuler chacune de ces fréquences.
C'est un travail qui ne date pas d'aujourd'hui. L'identification des fréquences, elle remonte, tout comme la physique quantique, au début du XXe siècle. Ça n'a rien de moderne. On connaît un grand nombre de fréquences de base de l'organisme humain et on a aujourd'hui les outils pour aller identifier les fréquences d'un tissu, d'un groupe de cellules, d'une émotion, y compris de la matière extérieure à nous. On peut identifier les fréquences émises par le chardon-marie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, le chardon-marie, c'est une plante qu'on utilise dans les intoxications du foie. Si vous comparez les fréquences, donc vous identifiez toutes les fréquences émises par la plante, et vous comparez ces fréquences à celles qui sont émises par le foie d'une personne saine, et vous allez retrouver un groupe de fréquences en commun entre la plante et le foie. Donc, lorsque vous avalez du chardon-marie, lorsque vous faites prendre du chardon-marie à quelqu'un, vous lui faites prendre les fréquences physiologiques émises par un foie en bonne santé. Et on comprend mieux le principe de résonance. Je donne un remède qui est en fait la fréquence sur laquelle la personne souhaiterait être, ou le tissu ou l'organe souhaiterait être. Et le tissu et l'organe vont se mettre sur cette même fréquence. Quand on donne une fréquence ou quand on est en contact avec une fréquence qui n'est pas adaptée, normalement, il n'y a pas de stimulation. Alors, pas adapté à quoi? Je veux soigner le foie de quelqu'un. Je veux aider ou soutenir le foie de quelqu'un. Si je donne une fréquence qui n'est pas adaptée au foie, cette fréquence n'agira pas évidemment sur le foie. Elle agira peut-être ailleurs. Autre exemple très concret, très facile, c'est le soleil. Pourquoi le soleil nous fait bronzer? Il n'y a pourtant rien, il n'y a pas de matière entre le soleil et nous. Ce n'est pas une particule corpusculaire émise du soleil qui vient taper nos pigments, c'est bien une onde, une fréquence qui se trouve dans les térahertz, entre 750 et 1500 térahertz. Alors, où ça, c'est la fréquence du soleil, et à l'intérieur, il y a la fréquence spécifique qui peut stimuler les pigments, la mélatonine dans la peau, stimuler la synthèse de vitamine D. Et tout comme je vous ai donné un exemple tout à l'heure pour le chardon-marie, un médicament de synthèse, un extrait végétal, un minéral, ont tous un spectre de fréquence qui leur est propre. Et très souvent, en tout cas pour ce qui est utilisé depuis longtemps en thérapeutique, on va pouvoir prouver, montrer, confirmer que le spectre de fréquence du minéral ou du végétal est retrouvé dans le tissu ou l'organe sain pour lequel, historiquement, depuis des millénaires, on utilise cette plante ou ce minéral. Donc c'est vrai que les technologies récentes ont surtout aussi permis de confirmer tout ce qui de toute façon était déjà appliqué, mais par savoir inné ancestral, sans explication. Et on va en arriver, alors je vais peut-être déjà proposer une première pause, et on va en arriver à, puisqu'on peut donner une plante qui contient un spectre de fréquence ou un minéral, on peut peut-être aussi utiliser un appareil qui est émetteur directement de la fréquence et l'appliquer à l'organisme. Je propose quand même déjà, s'il y a des questions sur cette première partie un peu théorique, alors pour vous rassurer, je suis absolument nulle en physique. J'ai beaucoup de mal à comprendre ces principes. Ceci dit, au bout d'un moment, en prenant l'exemple du soleil et en acceptant tout simplement cette idée de matière et onde en même temps, on comprend plus ou moins comment fonctionnent tous ces outils. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai ouvert les micros pour tout le monde en attendant que 5 minutes. En fait, c'était très clair. C'est super cette explication, j'aime beaucoup. Catherine, il est coupé ton son. Catherine, on t'entend plus, ton micro est coupé. Ouais, David m'a coupé le son. Je disais merci, et c'est intéressant, et c'est important que vous puissiez aussi en parler autour de vous avec des mots simples, et j'espère que c'est ce que ça vous permettra de faire.
Je vois les pouces se lever. Alors, on continue. Les fréquences comme outil thérapeutique. Donc, ah ben voilà, du coup, ça ne bouge plus. Voilà. Plutôt que de donner une plante, alors, je reviendrai quand même sur le fait que la plante, elle contient des milliers de fréquences dont on ne connaît même pas l'existence et qu'elles sont certainement extrêmement intéressantes. C'est d'ailleurs, je reviens en arrière, hop, hop, avant d'avancer. Certes, on a des outils et vous verrez qu'ils sont extrêmement intéressants dans plein de situations, ce qui n'enlève pas l'intérêt d'utiliser une pierre, un minéral, une plante, parce que ceux qui sont dans la nature, on ne peut pas aller identifier exactement tout ce qui se trouve dans ce minéral ou dans cette plante et comment ça interagit avec nous, mais là, on fait entière confiance et on sait qu'on va avoir une action très globale. Alors que lorsqu'on va travailler avec des outils, on va travailler plutôt en précision sur certains points bien particuliers du corps ou de l'organisme parce qu'on a une problématique aiguë et qu'on veut être plus efficace plus rapidement. Mais ça n'enlève pas l'intérêt d'autres outils qui sont des émetteurs naturels de fréquences pour lesquels on ne connaît pas les fréquences. Donc, une plante. Alors, j'y vais. Premier outil que j'ai choisi comme exemple, le principal en fait qui va nous permettre d'illustrer cette nouvelle technologie, c'est les micro-courants. Ce sont les micro-courants. Je sais que certains d'entre vous utilisent les micro-courants qui sont présents dans le Healy, qui est un dispositif qui est à votre portée, facile à utiliser. Nous avons aussi, David, en tout cas, Delphine, sont équipés des micro-courants à fréquence spécifique selon la méthode McMakin avec la technologie TimeWaver. Donc, on a différents degrés d'utilisation des micro-courants et c'est cette technique qui est la plus facile pour comprendre ces nouvelles technologies. Rien de nouveau dans les micro-courants d'abord et avant tout. Les micro-courants, on ne le sait pas. Moi, je l'ai redécouvert quand je me suis mise au micro-courant McMakin. C'est une application qui était exhaustive, faite pratiquée largement par les médecins et les ostéopathes, surtout anglo-saxons, donc Angleterre et États-Unis. Et il y a aujourd'hui encore des milliers de pages de notes manuscrites qui avaient été prises à l'époque, qui sont à disposition des praticiens pour pouvoir s'appuyer sur toute cette expérience qui avait été faite au début du XXe siècle. Malheureusement, à partir de 1930-34 en particulier, la technique a été interdite en médecine conventionnelle. Elle était considérée comme non officielle et la plupart des machines et toutes ces piles de notes se sont retrouvées au fond des placards et certaines, fort heureusement, ont survécu dans la poussière toutes ces années et ont pu être redécouvertes, on va dire, à la fin, vers 1980. Ces techniques ont été réutilisées par des médecins et des ostéopathes en Europe et aux États-Unis essentiellement, dans des situations très particulières où il y a impasse thérapeutique de la médecine conventionnelle, et en particulier les réparations osseuses, des fractures non consolidées, des douleurs de type fibromyalgie et autres. Et aujourd'hui, bien sûr, ce ne sont plus juste des notes manuscrites. Lorsque des praticiens chevronnés ou des médecins utilisent les micro-courants, ils rédigent et ils font des études avec le format officiel des études. Et donc, il existe aujourd'hui une dizaine de publications qui documentent les effets des micro-courants. Et il y en a d'autres à suivre. Donc, on retrouve des domaines où on est plutôt en impasse thérapeutique, la fibromyalgie, les douleurs musculaires chroniques, les douleurs myofasciales, neuropathiques, la dégénérescence maculaire. Et on a en particulier documenté, ou en tout cas, ils ont documenté les effets anti-inflammatoires et les effets immunomodulateurs de ces micro-courants. On revient au principe de base. Qu'est-ce qu'un micro-courant? Il va utiliser le courant à 10-6 ampères. C'est le courant, 10-6 ampères, c'est l'intensité du courant dans nos cellules en continu. Nous sommes des émetteurs de micro-courants. C'est normal, c'est physiologique. C'est comme ça que notre corps fonctionne. Et la technique des micro-courants va chercher ou va s'appuyer sur l'effet de résonance des fréquences. On va en reparler.
Donc, on l'a vu tout à l'heure, on a une fréquence spécifique pour chaque cellule, chaque tissu, chaque fonction, chaque émotion. On a pu documenter au fur et à mesure toutes ces fréquences. On va utiliser un appareil qui va émettre ces fréquences en contact de l'organisme. Et dans l'organisme, la fréquence qui était devenue dysfonctionnelle, qui n'était plus émise par le corps pour différentes raisons, va par résonance chercher à revenir sur cette fréquence. Donc 10-6 ampères, c'est l'activité électrique cellulaire. C'est important. Nous n'utilisons pas des outils de choc électrique. Nous utilisons des outils qui parlent le même langage que le corps, à la même intensité que le corps, avec la même forme. La résonance, c'est le fait que la cellule va osciller lorsqu'elle est en contact avec la fréquence qui lui est spécifique. Et la résonance, c'est ce qui explique qu'on mette un stimulus très faible pour obtenir une très grande réponse. C'est ça la résonance. Je pars de rien et j'obtiens beaucoup. Du coup, c'est ce qui explique qu'on ait une baisse aussi rapide des marqueurs de l'inflammation en microcourant. On a une efficacité dans le temps qui est à peu près inégalée quand on utilise les microcourants, en tout cas sur l'inflammation, parce que ça, c'est facile à documenter. Et il y a aussi, bien sûr, une augmentation de la production d'ATP jusqu'à 500%. Dans des temps très rapides, une inflammation, ça peut être en 2 minutes. En moins de 2 minutes, on peut faire chuter les marqueurs de l'inflammation. Alors qu'on est sur, vous l'avez vu, un micro-ampérage. Donc, c'est le bon usage du bon langage pour le corps. Et évidemment, là, on bénéficie de toutes les études et de toute la technologie qui ont permis de choisir, de comprendre, de choisir et de mettre au point des appareils qui soient capables de faire ça. Un exemple juste tout simple, les douleurs lombaires myofaciales. Il y a eu une publication, je ne sais plus, dans le JBMT, ne me demandez pas quel journal c'est précisément, en 2004, 23 cas, des douleurs chroniques depuis plus de 8 ans en moyenne, donc pour certaines personnes 20 ans, pour d'autres 1 an, 87% de cas en échec de traitement, et il a fallu, ou en tout cas l'observation, 5,7 semaines en moyenne de micro-courants ont permis de faire diminuer la douleur qui était à 6,8 sur 10 jusqu'à 1,6 sur 10. Donc, situation d'échec thérapeutique, 6 séances, douleur plus que supportable. On reparlera quand même des causalités. Là, vous avez vu la dernière diapo tout à l'heure, par inadvertance de ma part, mais on reparlera des causalités. Là, on n'est pas sur la causalité, on est bien d'accord. On est sur le courant physiologique, les fréquences, c'est le mode de fonctionnement du corps, on sait faire des outils, on sait dialoguer, on sait soulager, et c'est déjà énorme. En dehors de soulager, douleur aiguë, il y a bien évidemment plein d'autres indications, avec des indications plus fonctionnelles, des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, qui peuvent être celles pour lesquelles vous vous êtes posé des questions, celles pour lesquelles vous êtes ce soir derrière l'écran, en cherchant, en questionnant, et parce que vous cherchez des réponses. Donc, il me paraît important de rappeler que toutes ces techniques et ces thérapeutiques ne sont en aucun cas des solutions en tant que telles, et qu'il y a un bon usage à faire, à comprendre, pour pouvoir donner une place à toutes ces technologies qui soient justes. Et pour ça, on va rentrer. Je vais quitter finalement la partie, donc David, j'espère que tu m'en voudras pas, mais je vais quitter la partie purement technique de ce que sont les fréquences, de ce que sont les spectres de fréquences d'une cellule, pour revenir à quelque chose de plus global et de plus général, qui est la maladie et la santé. Alors pour moi, le mot maladie et le mot santé, finalement, sont presque des synonymes, puisque la maladie est l'outil que le corps met en œuvre pour pouvoir conserver la santé. Alors conserver, c'est pas très joli, parce que ça veut dire qu'on stagne sur, je veux rester sur la ligne zéro de la santé. C'est pas très joli non plus, et c'est pas réaliste, puisque nous sommes en mouvement continuel. Nous sommes dans un mouvement, et dans un mouvement
évolutif, idéalement continuel. Donc, nous sommes sans arrêt dans des phases d'adaptation qu'on peut aussi appeler maladie, santé, maladie, santé, maladie, santé, peu importe le vocabulaire qu'on utilise. Mais dans tous les cas, notre approche, alors là, je me mets dans la peau du naturopathe. En tant que naturopathe, lorsque quelqu'un vient demander de l'aide, c'est bien sûr, face à un symptôme, face à une souffrance, face à une maladie, de chercher les causalités. On a parlé tout à l'heure de fréquence. OK, la fréquence dysfonctionne, je redonne la bonne fréquence. Mais est-ce que cette fréquence qui dysfonctionne n'est pas la conséquence d'une autre fréquence qui dysfonctionnait, et d'encore une autre en dessous, et encore une autre, et encore une autre? Donc ça, c'est tout la compétence que mettent en œuvre les praticiens, c'est souvent celle-là, de tirer le fil et d'aller chercher les différentes causalités. Mais au-delà de ça, le rôle principal, s'il n'y en avait qu'un seul, ce serait d'activer les capacités d'autorégulation. Le rôle principal d'un thérapeute, le rôle principal d'un proche qui vient vous aider, le rôle principal d'un outil qu'on utilise. On attend de lui qu'il soit capable d'activer les capacités d'autorégulation. En naturopathie, on va beaucoup, bien sûr, s'appuyer sur des remèdes naturels qui soutiennent ces capacités d'autorégulation et qui vont soulager la symptomatologie. Et je vous le disais au tout début en préambule, on commence à utiliser dans les techniques complémentaires des outils de type micro-courant et autres. Pourquoi? Parce que ça nous permet de soulager rapidement une symptomatologie. Et on a aussi compris qu'on avait des spectres de fréquences là-dedans qui nous permettent d'aller accompagner des causalités plus en profondeur. Revenons aux capacités d'autorégulation. Moi, j'insiste beaucoup parce que toute personne en souffrance doit pouvoir se reconnecter d'abord et avant tout sur ça, sur ses ressources, ses capacités d'autorégulation. Quand est-ce qu'on les met en œuvre? Face à un stress, un choc physique, un choc psychique, on met des ressources en œuvre. Et elles nous permettent d'abord et avant tout, de façon un peu primaire, de nous écarter d'un danger. Mais elles nous permettent aussi de nous adapter à une situation qui n'est pas celle que nous souhaitions ou celle dans laquelle on avait l'habitude d'évoluer. Il y a un exemple très facile et connu, c'est face à un danger, augmentation du rythme cardiaque, afflux sanguin vers les organes vitaux, vers les muscles. C'est un réflexe quasi animal. Mais lorsque le danger est passé, le rythme cardiaque doit revenir à la normale et toute la circulation sanguine, tout le système sympathique et parasympathique doivent revenir dans un état d'équilibre. Lorsque la situation revient à la normale, les organes qui ont été stimulés reviennent dans leur équilibre. On se doute bien que si on parle de maladie, c'est que parfois ce retour à l'équilibre ne se fait pas. Et on va en parler. Donc une perturbation psychique ou physique peut avoir lieu et elle nous permet de nous adapter, de revenir à un équilibre optimal. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Passer à 120 de battements cardiaques, ça peut paraître stupide et pourtant c'était super utile. On en avait besoin à ce moment-là. Et on fait ça des milliers de fois chaque jour. Pas les 120 de battements cardiaques, mais on fait ça des milliers de fois chaque jour dans chacune de nos cellules. On a plein de processus d'autorégulation et d'adaptation qui se mettent en place. On n'en a pas conscience et dans la plupart, très grande majorité des cas, il n'y a pas de troubles symptomatiques pendant ces régulations. Ceci dit, un trouble symptomatique n'est pas forcément une maladie. Le titre d'avant, c'était capacité. Ah oui, non, je ne l'ai pas mis. Vous l'avez vu dans la dernière diapo. La maladie est une guérison. Et oui, parce que le symptôme est très souvent le résultat des mécanismes d'autorégulation. Exemple, la fièvre en cas de grippe. Facile. Pourquoi je monte à 39, 42 fièvres en cas de grippe? Parce que ça me permet d'avoir une action antibactérienne, antivirale, un afflux de l'ensemble des cellules du système immunitaire. Il y a plein de raisons à la fièvre. Donc, on sait que c'est utile jusqu'à une certaine limite. Un autre cas très concret, pratique, que l'on voit beaucoup en naturopathie, un jeûne, alors ça ne s'écrit pas du tout comme ça, hop, et il y a un petit chapeau que je ne mettrai pas là. Donc, si vous faites un jeûne,
diététique, une diète, vous vous mettez en détox. Ça circule de partout dans le corps, vous nettoyez votre organisme. Peut-être que certains l'ont vécu, en tout cas, on le voit souvent dans nos clientèles. L'angine ou mal de gorge après un jeûne ou une diète, c'est classique, c'est normal, c'est un symptôme qui est le signe d'une autorégulation qui a été mise en place dans l'organisme. Idem, le premier jour des vacances, vous avez tenu l'hiver, vous avez chopé 0 rhume, pas de mal de gorge, rien. Vous avez travaillé beaucoup, intensément. Premier jour des vacances, paf, angine, rhume, à plat. C'est normal. Le système sympathique était à fond, orthosympathique était à fond pendant que vous travaillez. Au moment où vous vous dites « c'est bon, je peux lâcher », l'organisme se met à nettoyer, à revenir dans l'équilibre, il passe en parasympathique et il peut très bien utiliser l'état grippal, l'information des virus pour venir nettoyer, restabiliser l'organisme à son état de départ. Enfin, de départ dans l'évolution. Un urticaire géant, c'est bien connu, face au choc émotionnel, il y a des éruptions cutanées. C'est pas « ah mince, pas de bol, en plus du choc, j'ai une éruption cutanée », c'est bien, l'éruption cutanée est un moyen pour l'organisme de gérer une partie du choc émotionnel. Ça ne fera pas tout le travail, mais n'empêche que l'éruption cutanée va servir, va être utile. Donc c'était important de s'arrêter un moment sur la maladie et le symptôme. Le symptôme n'est pas une maladie. Le symptôme est, au moins sur sa partie, on va dire, la plus simple, est une première régulation mise en place par l'organisme. Ce qui devient gênant, ce qui devient anormal, ce qui nécessite une intervention, c'est lorsque le symptôme persiste. Parce que là, dans ce que vous voyez apparaître, fièvre, angine, état grippal, urticaire, normalement, même sans rien faire, 3 jours de repos, et vous avez un retour dans un état d'énergie normale après. C'est quand le retour à l'état normal ne se fait pas que l'on intervient. Donc le symptôme fait partie intégrante des processus de guérison. Ce qui veut dire aussi qu'on ne doit pas le combattre. Enfin, on ne doit pas. C'est dommage finalement de combattre un processus de guérison. Donc plutôt que de le combattre, on va l'accompagner. Qu'est-ce qui se passe si on supprime systématiquement tous les symptômes? On ralentit finalement le processus de guérison. Quel est le risque? De rentrer dans des phénomènes de chronicisation, ici. Et ce qu'on appelle transfert morbide, ce n'est pas un très joli terme, mais c'est le fait que, vous avez l'exemple en dessous, l'enfant avait de l'eczéma, on a appliqué des corticoïdes à outrance sur sa peau et pendant un temps très long. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques mois, quelques années, c'est de l'asthme qui va apparaître. L'asthme est le résultat du transfert morbide de l'eczéma, puisque le symptôme n'a pas eu le droit de s'exprimer, ou en tout cas, on n'a pas accompagné le symptôme. Il va s'internaliser, on va rentrer plus en profondeur dans l'organisme, et cette fois-ci, c'est un symptôme d'asthme qui va apparaître. Ça, c'est un cas classique et connu. Est-ce qu'il y a des questions ou tout va bien? Bon, s'il n'y a pas d'image qui apparaissent, je considère que tout va bien. Hop. Donc, le but, normalement, ce serait de chercher les causalités profondes. Or, dans les causalités profondes, et c'est là où ça se complique, toutes les dimensions de causalité sont possibles. Ça peut être un toxique présent dans l'environnement, le mercure d'un amalgame dentaire, ça peut être la pollution atmosphérique, ça peut être un choc physique, un accident, un coup du lapin, ça peut être un choc émotionnel, et Dieu sait qu'il y en a, ça peut être des troubles psychiques, voire spirituels. Et l'autorégulation va devenir essentiellement symptomatique de manière aiguë si on est face à quelque chose que l'on n'attendait pas, pour lequel on n'a pas de solution, pour lequel on se trouve bien seul, vécu seul, et qui n'est pas exprimé, que la personne ne parvient pas à exprimer lorsque ça arrive. Ça, c'est les 4 critères du décodage biologique. Donc, tous les niveaux de causalité sont possibles, et la guérison prend toujours plus de temps que le choc initial, que le trouble initial. Alors, imaginez si c'est un trouble, une causalité qui perdure dans le temps. Je prends un exemple typique, harcèlement au boulot. Alors, pendant une semaine, c'est compliqué. Si le harcèlement se prolonge pendant 1 an, imaginez le temps pour revenir et réparer tout ce qui a été
mis en péril pendant cette année de harcèlement. Donc, c'est aussi pour nous rappeler qu'il faut avoir parfois un peu de patience. La guérison prend plus de temps que le choc. Les symptômes sont le résultat des processus physiologiques qui ont été mis en œuvre pour revenir à l'équilibre. Et théoriquement, on devrait avoir des ressources d'auto-guérison infinies. Elles le sont, infinies, et elles sont encodées dans toutes nos cellules. C'est un principe de base. L'organisme humain est d'une intelligence infinie. Il sait faire et il fait en plus. Alors, pourquoi on a parfois besoin d'un coup de pouce? Puisque finalement, je suis en train de vous dire que toutes les capacités d'autorégulation sont là, qu'il suffit d'attendre un peu le temps de guérison et que tout va bien. Alors, on a besoin d'un coup de pouce parce que notre environnement physique est de plus en plus contraignant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le nombre de toxiques qui sont entrés dans notre environnement est sur une croissance exponentielle. Lorsque l'on fait en naturopathie une histoire de la santé, on a souvent 2 points, on va dire 2 virages importants, la santé de l'humanité. N'allez pas les chercher en l'an 1000, c'est en 1914 et en 1935, guerre de 14 et guerre de 39. Donc en 1914, on a un premier virage important qui a été pris dans l'environnement de l'humanité occidentale en tout cas, c'est quand on a quitté la ruralité, qu'on est sédentarisé en ville cette fois-ci. Ce sont l'apparition de toutes les pollutions industrielles. C'est le fait que les dérivés nitrés, qui étaient des outils de guerre, ont été transformés en engrais. Il y en avait des tonnes dans les hangars, il fallait en faire quelque chose. Il s'est avéré que c'était un excellent engrais qui poussait la production agricole. Voilà. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui ont eu lieu en 14. Et puis en 1939, il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, vous savez qu'on a les ondes électromagnétiques. On est dans un environnement qui est très particulier, qui nous demande une très grande adaptabilité. On en est capable, mais ça devient parfois plus difficile. C'est d'autant plus difficile que les sources de stress sont plus nombreuses. L'adaptabilité purement physiologique, elle est possible. Mais si vous y rajoutez les blocages psychiques et du stress, ça devient plus compliqué. Donc, il n'est pas toujours facile de s'adapter, d'évoluer, même si, tout au fond de moi, je suis persuadée qu'on a fait quelque chose d'assez extraordinaire et que si on savait ce qui nous est demandé, on serait étonné de ce qu'on a été capable de mettre en œuvre. Et quand je dis on, c'est nous et les générations juste avant, pour évoluer à la vitesse où on évolue aujourd'hui dans cet environnement. Donc, revenons à quelque chose de plus concret. Lorsque la guérison se fait attendre, lorsqu'il y a une chronicisation, lorsqu'il y a une multiplication des symptômes, lorsque le psychisme s'écroule, lorsqu'on n'est plus capable de voir le verre à moitié plein, on a besoin d'un coup de pouce. Les premiers coups de pouce qui sont à notre disposition, et ils sont pour moi aussi importants qu'un Illy ou un Time Waver Med, c'est la parole, l'échange amical, l'échange avec un professionnel, l'échange dans sa famille. C'est aussi un autre mot qu'on oublie, la créativité. La créativité, c'est certes peindre, dessiner, c'est faire du bricolage, c'est faire du jardinage, mais la créativité, c'est aussi avoir des idées, des pensées, de l'imagination et se dire, tiens, c'est marrant, je ne voyais pas les choses comme ça. Pourquoi cette pensée me vient? Pourquoi j'ai envie de faire ça aujourd'hui? C'est de se lancer dans de nouveaux projets. C'est extrêmement important. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de nourrir la confiance, ou en tout cas de répondre à ce besoin de confiance en soi que l'on a tous. Et lorsque ça n'est pas suffisant, ou parce que c'est plus efficace de le faire à plusieurs, il y a bien sûr des outils de naturopathie et des nouvelles technologies avec des praticiens expérimentés. Et la question que je vais vous poser, il y a la réponse juste en dessous, c'est quel est le point commun entre la parole, passer une demi-heure avec un ami ou une amie à discuter de ses troubles, entre un projet créatif, entre une infusion de plantes, entre une séance avec un Illy, entre une séance micro-courant McMakin? Eh bien, le point commun, et on revient, on fait la boucle avec le départ, c'est que tout cela est porteur de fréquences, d'ondes vibratoires. Et cette fois-ci, on va ouvrir un peu. Des ondes vibratoires qui correspondent à une information. Et là, on fait rentrer le mot d'information ou de champ d'information dont David nous a parlé au début, ou en tout cas, qui était dans le cahier des charges de David pour moi. Une citation de Nikola Tesla.
l'information. Le jour où la science commencera à étudier les problèmes non physiques, elle fera plus de progrès que dans les 10 siècles précédents. Et vous savez quoi? Ben, c'est ce qu'on est en train de faire. La science commence à intégrer le non physique, l'information. Ce n'est pas que le psychique de Freud ou de Jung, mais on va aller au-delà, on va aller peut-être même jusqu'au champ de la conscience. La matière est là, avec sa densité. Vous vous rappelez, un bonhomme d'1,80 m, c'est 0,18 mm de matière. Tout le reste du corps, les pensées, les émotions, l'intellect, on va parler peut-être de niveau d'énergie. C'est sur ce niveau d'énergie que la médecine thérapeutique chinoise intervient, que ce soit par l'acupuncture ou par les plantes, sans en avoir aucun outil de mesure avec les technologies d'aujourd'hui. La médecine thérapeutique chinoise millénaire s'appuie sur, il y a une connaissance parfaite des circuits d'énergie qui régissent la matière. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'interroger, d'interagir le niveau d'information, qui est le niveau... Alors tout ça, c'est très schématique, hein, c'est certainement beaucoup plus complexe que ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut bien s'arrêter et avoir une image ou un schéma. Le niveau d'information est celui qui régit le niveau d'énergie, qui va régir le niveau de la matière. Bon, c'est certainement pas nouveau pour un grand nombre d'entre vous. Alors attendez, j'ai un petit... Hop. J'ai mon ordinateur qui bloque. On revient en arrière. Le niveau d'information qui bloque. Là. Voilà. Donc la matière, c'est l'ensemble des fréquences vibratoires. On l'a dit, on l'a redit, qui sont tout le temps en mouvement. Et c'est une cellule, c'est une émotion. Tout ça, ça peut être encore vu de la matière. Le tout, l'ensemble, les émotions, les cellules, toutes ces fréquences vibratoires vont être interconnectées. Tous ces spectres ondulatoires vont s'interconnecter. Et ils s'interconnectent dans ce qu'on appelle le champ d'information. Le champ d'information, on a notre propre champ d'information et on est relié à un champ d'information encore plus grand au-dessus de nous. Ce champ d'information, on peut le voir comme une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y a tous les éléments du tout que chacun forme ou du tout qu'un groupe forme. Donc ce champ d'information, c'est l'accès à une bibliothèque. On peut aussi l'appeler, certains l'appellent le champ morphogénétique. Mais dans certains cas, on se demande si ce n'est pas tout simplement ce qu'on peut appeler la conscience. Donc vous voyez dans cette pyramide que l'on part de l'environnement pour monter à ce qui est physique. Dans la physique, dans le corps physique, on a réussi à aller loin, décortiquer tous les niveaux biochimiques. Aujourd'hui, et les Chinois, la médecine thérapeutique chinoise l'avait fait bien avant, on comprend les circuits énergétiques qui régissent la biochimie. Et on a, bien évidemment, toute la partie émotionnelle, mentale, jusqu'au niveau spirituel, qui viennent interagir. Et il aurait été, et je pense que je vais le faire, intéressant de mettre des doubles flèches. Lorsque vous bougez la matière, vous bousculez le champ d'énergie. Donc, vous rentrez en résonance avec quelque part quelque chose dans le champ d'information. Mais vous pouvez partir de l'information pour aller bouger la matière. Et là, on retrouve notre questionnement sur le soin, la santé, un trouble, un symptôme, une auto-guérison qui a du mal à se mettre en place. Vous voyez qu'on a différentes portes d'entrée possibles. On peut rentrer dans la matière, on peut rentrer par le niveau énergétique, aller faire une séance d'acupuncture, ou on peut rentrer directement par le niveau d'information. Il est probable, et vous le voyez, ça paraît assez visible, juste sur ce schéma, que si vous voulez agir de manière rapide, très rapide, sur un symptôme de la matière, une douleur intense, vous aurez certainement plus d'efficacité et de rapidité si vous travaillez sur le champ de la matière.
Si vous passez par le champ d'énergie, il va falloir que ça arrive jusque dans la matière. Idem pour le champ d'information, il va falloir que ça redescende dans la matière. Mais les causalités profondes, elles, il y a de fortes chances qu'elles soient plus haut, au niveau de l'information. Donc si on ne travaille que la matière, on loupe tout un champ important là-haut. Et quand je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'on a de nouvelles technologies qu'il faut se séparer des plantes ou d'autres choses disponibles dans la nature, c'est parce qu'un élément de la nature a de l'information, de l'énergie et de la matière. Et donc certainement assez efficace pour travailler sur les 3 niveaux en même temps. Donc ce champ d'information, est-ce qu'on peut l'appeler une conscience? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition à la conscience? C'est une force qui permet de créer la réalité que l'on perçoit en s'appuyant sur les possibilités infinies de la matière. Ça devient un peu, pas ésotérique parce que c'est surtout pas le but, mais aujourd'hui, tous les travaux qui sont effectués dans ce domaine prennent en compte le fait que la conscience est celle qui crée la réalité de la matière, qui choisit dans les infinies possibilités celle qui va se densifier, se matérialiser. Et on peut faire un parallèle à ce niveau-là. Guérison, maladie. Lorsqu'on est dans un esprit de maladie, il y a une possibilité de maladie. Ça fait partie des possibilités infinies. Donc lorsqu'on reste dans sa conscience, dans la souffrance et la maladie, on est effectivement sur la matérialisation de cette possibilité. Lorsqu'on revient sur une idée de confiance, d'auto-guérison, d'acceptation, d'accueil, des façons parfois bizarres dont notre organisme se met en autorégulation, on est sur une possibilité de guérison qui fait partie des possibilités infinies et que l'on peut matérialiser. La conscience n'est ni créée ni détruite. C'est elle qui crée et qui détruit la forme et la matière. La forme et la matière sont temporelles, elles sont régies par la loi du temps. La conscience est intemporelle. Bon, là, je suis allée peut-être un petit peu loin, mais en pratique, nous savons ce qui est bon pour nous. On a cette connaissance en nous. On a un savoir inné qui sont un potentiel et des possibilités infinies. Et bien sûr, la guérison dépasse souvent le cadre du rétablissement physique ou même psychique. La maladie est une guérison, donc on ne la combat pas, on l'accompagne, puisqu'elle est un processus qui est mis en place par notre savoir inné. En pratique, l'accès au champ d'information, donc là je parle en fait, je avais dit que je ne donnais pas trop de nom de marque, mais là je parle du Time Waver Med que Delphine et David utilisent, et d'autres certainement parmi vous d'ailleurs. L'accès au champ d'information nous donne les clés, les ressources. Donc cette bibliothèque, vous vous souvenez, c'est cette bibliothèque de tous les possibles. Eh bien, si on arrive à accéder à cette bibliothèque, on a des clés et des ressources pour dépasser les blocages du mental, dépasser les blocages de l'émotion, dépasser les blocages de la matière, pour accompagner les changements et pour aller dans l'accomplissement de ce que nous sommes, par essence. Et il a fallu effectivement grâce à la technologie, on va dire que cet accès au champ d'information est plus large. Il y a plein de pratiques millénaires, centenaires et millénaires, qui sont des accès au champ d'information, mais qui dépendaient de ce qu'était la personne qui les appliquait. La technologie Time Waver, c'est du laser. En fait, c'est ce laser qui nous a permis d'obtenir tout ça. Et je ne rentrerai pas dans le détail du laser, un photon qui passe, un écran qui ne passe pas, etc. Mais ce laser nous a permis aujourd'hui de nous connecter au champ d'information, à cet espace, pour pouvoir favoriser cette interaction entre la conscience et la matière, accompagner les changements. Donc, je vous ai amené du bonhomme d'1,80 m au petit bonhomme de 0,18 mm pour prendre conscience que finalement, c'est de l'onde, de la vibration, de l'interaction qui régit le vivant, qui est en fait l'expression de ce qu'est vraiment le vivant, que c'est ce champ-là qui est aujourd'hui étudié et que c'est ce champ-là qui bénéficie des nouvelles technologies. On peut aller interagir avec une fréquence, une autre, une cellule, une fonction. On peut aller interagir avec une émotion.
C'est important de le faire parce qu'aujourd'hui, nous sommes sursollicités et que même si nous avons une très grande confiance en nous, et il faut toujours garder cette confiance dans ses propres capacités d'auto-guérison, on peut s'appuyer aujourd'hui sur cette matière aussi, celle qui nous pollue, mais aussi celle qui nous aide pour pouvoir retrouver des ressources et des clés et pour pouvoir continuer notre évolution. Et je voulais terminer avec quelque chose d'important. C'est Hippocrate, on le cite toujours, mais ça a été un des grands, il nous a laissé tellement de belles choses. Quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à abandonner les causes de sa maladie. Alors seulement il est possible de l'aider. Pourquoi j'ai choisi ça? Pour rappeler qu'un outil est un outil par définition qui doit venir nous aider, nous accompagner, à condition qu'on lui donne l'autorisation de faire ce pourquoi il est fait d'ailleurs. Donc, la maladie a des causes. La maladie est une guérison en soi qui nous permet d'évoluer sur certaines causes, mais il faut être prêt à évoluer, à lâcher le fait de tourner en rond dans la symptomatologie. La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. C'est vrai et c'est ce sur quoi les outils s'appuient. Ils sont d'autant plus utiles, d'autant plus efficaces qu'ils rentrent en résonance avec la force de la personne, la force du praticien. Et si vous êtes utilisateur chez vous d'un ILI, par exemple, connectez-vous, c'est comme ça que je conclurai, connectez-vous toujours et toujours d'abord à votre ressource en même temps que vous vous connectez à l'appareil. Et je n'ai pas de plus jolie conclusion, plus imagée, donc je vais vous redonner la parole.